ce que moi je peux dire à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui ont croisé les bras tels que vous l'aviez évoqué, c'est qu'il ne faut jamais croiser les bras tant qu'on respire. Il faut se mettre au travail, même le peu que tu estimes que c'est un travail dérisoire. Lorsqu'elle est répétée plusieurs fois, elle produira toujours de bons fruits à l'avenir. C'est dans ce sens-là que je dirais à toute personne qui veut m'entendre que ne minimise pas le potentiel que tu as dans le travail que tu fais. Il y a une bénédiction qui va s'en suivre dans ça. C'est tout ça. Le testament en soi, il est question d'abord, pour parler du testament, il est question d'abord qu'on puisse parler de la personne qui doit rédiger un testament. Une personne qui doit rédiger un testament doit être une personne majeure, saine d'esprit. C'est-à-dire une personne ayant atteint l'âge de la majorité, 18 ans pour l'homme, 16 ans pour la femme, et qui est sain d'esprit, qui n'est pas frappé d'une incapacité mentale. C'est de la sainteté d'esprit dont le droit parle. Le législateur a décidé ainsi. Ouais. Ok. Mais maintenant, si je peux me permettre à définir le testament tel que vous l'aviez évoqué, l'article 766 du code plutôt de la famille dit que le testament est un acte personnel du decujus par lequel il dispose le temps, son patrimoine, il répartit ses biens et il en détermine les héritiers tout en fixant les limites de chaque héritier. Et deux fois, il en dispose la manière à laquelle il veut être enterré. Okay. Mais maintenant, au Congo, pour dire cela, la plupart des gens ont peur de rédiger un testament parce qu'ils pensent directement à la mort. Or, c'est un acte ou un document qui vous facilite une bonne administration après votre vécu ici-bas. Je venais de dire que l'âge du début était pour un testateur d'en rédiger un testament et légiférer, 18 ans pour l'homme, 16 ans pour la femme. Mais quelqu'un qui a déjà atteint 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou toute personne qui a des biens. Parce que des fois, les gens pensent que pour rédiger un testament aussi, il faut que j'aie des immeubles, une maison. Tout en oubliant que même la tablette que j'ai ici, c'est un bien. Parce qu'en droit, on dit le bien, c'est toute chose susceptible d'appropriation. Toute chose, pourquoi on dit toute chose susceptible d'appropriation? Parce que ce sont des choses auxquelles la personne peut s'en approprier. Et pour que cette personne s'en approprie, il doit avoir été propriétaire du dit bien. Or, la loi foncière, en son article 14, dispose ce qui suit, que la propriété est le droit de disposer d'un bien d'une manière absolue et exclusive. Vous voyez la montre que vous aviez à votre bras droit. Oui. Est un bien meuble. Il faut que vous ayez le droit d'user. Vous l'utilisez déjà, c'est déjà à votre bras. Il faut que vous ayez le droit d'user, de jouir, en réunissant ces trois droits, d'user, de jouir et de disposer. Vous êtes propriétaire, vous avez une exclusivité. Un propriétaire, c'est celui qui a une exclusivité sur un bien, meuble ou immeuble. Lorsque vous en devenez propriétaire, vous pouvez maintenant rédiger un testament en disant que c'est bien meuble ou immeuble que je dispose. S'il m'arrivait de mourir aujourd'hui, de peur qu'on m'applique
une succession ab intestate, donc une succession non testamentaire ou sans testament, il serait souhaitable que j'en fasse un testament, comme j'aimerais que ces biens soient administrés ou soient donnés par exemple à mon frère X, et l'autre bien soit donné à ma sœur Y, de peur qu'on en dispose autrement. C'est ça l'objectif d'un testament. Mais il y a deux façons de rédiger un testament. Il y a des testaments authentiques et des testaments holographes. Le testament est dit holographe lorsqu'il est rédigé par les testateurs et il peut être écrit même à la machine ou à la main, mais on le dépose, le testateur le dépose devant le notaire pour la légalisation. Tandis que le testament est appelé authentique lorsqu'il est établi par les testateurs devant le notaire ou devant l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence. Souvent, les gens peuvent aller au niveau de l'officier de l'état civil, celui qui célèbre le mariage, ils le font acter leur testament. Ou devant les notaires, ils le font acter. Là, c'est un testament authentique. Quelqu'un qui reste dans son bureau, chez lui à la maison, il écrit un testament, c'est un testament holographe. C'est ça la différence. Lorsque les testateurs écrivent un testament, dont je parlais des testaments authentiques, quand il est fait devant le notaire et devant l'officier ou devant l'officier de l'état civil, l'officier de l'état civil en garde une copie. Et c'est cette autorité-là qui viendra au choix du découillus ou du testateur, parce qu'on ne peut pas le souhaiter toujours la mort, au choix du testateur pour les lire. Tout comme il peut choisir un frère ou un cousin germain, consanguin ou ultérin pour lire les 10 testaments. La loi portant Code de la famille de 1987, modifiée en 2016, a eu à abandonner cette appellation enfant illégitime, mais a eu à préférer parler des enfants qui sont nés hors mariage, mais reconnus du vivant du découillus. Là, nous recourons à l'article 758 du Code de la famille, qui dispose ce qui suit, l'article 758 du Code de la famille. Les enfants du découillus nés dans le mariage et ceux nés plutôt hors mariage, mais affiliés du vivant, ainsi que les enfants qu'il a adoptés, forment la première catégorie. Pour que ces enfants-là, qui sont nés hors mariage, ou ceux qui sont adoptés, afin qu'ils puissent former la première catégorie, il y a des préalables. Les enfants qui viennent souvent, on voit au deuil là-bas, on amène, on regarde comme ça, ils ressemblent aux défunts. Mais la maman de cet enfant-là, ou cet enfant-là, doit produire un acte de naissance. Le fait de ressembler au découillus n'est pas suffisant en droit. C'est deux fois là où plusieurs comètes mortelles disent non, mais cet avocat est possédé, on l'a corrompu. Tout ça, ils ne voient pas que l'enfant ici ressemble à son père ou à sa mère qui est décédée. L'avocat n'est pas l'officier de l'état civil. Ne venez pas avec un certificat de naissance de l'hôpital. Ce n'est pas un acte qui prouve la paternité, parce que la paternité est une présomption. L'acte qui certifie la paternité à l'enfant qui en réclame, c'est un acte de naissance. C'est ainsi qu'il y a plusieurs enfants qui sont enfants de leur mère, mais qui ne sont pas légalement enfants de leur père, même s'ils vivent avec leur père. Parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. C'est ainsi que le législateur a accordé aux parents
qui bénéficient d'une naissance, 30 jours afin de faire annoncer les enfants qui sont nés dans des maternités devant l'officier de l'état civil pour que la paternité en soit une certitude. Or, si ils ne le font pas dans les 30 jours, ça n'a pas été modifié. Si ils ne le font pas dans les 30 jours, la loi demande qu'à la majorité de cet enfant qui n'a pas été déclaré, ou à la connaissance de la maman qui a trouvé naissance ou qui a donné naissance à cet enfant, d'introduire une requête en déclaration tardive d'acte de naissance au niveau du tribunal de paix de la juridiction auquel il a son domicile ou sa résidence, afin d'ordonner plutôt que le tribunal ordonne à l'officier de l'état civil de leur établir un acte de naissance. C'est ça. Ça, c'est ce que le commun des mortels présume avoir comme connaissance. Une personne qui a son géniteur qui est autre que la personne qui a épousé la maman n'en est pas le père. Le père, c'est celui qui aurait déposé sa sémence dans la maman. Si le père a renoncé à la paternité de cet enfant-là, cet enfant peut être adopté par le nouveau couple. Et non dire que l'enfant, comme le père a épousé la mère enceinte, cet enfant-là, à sa naissance, sera d'office l'enfant du père qui a épousé la mère. Non, non, non. La loi prévoit des mécanismes de partage successoraux en ce qui concerne une succession testamentaire et en ce qui concerne une succession ab intestate, donc sans testament. Nous recourons toujours à l'article 758 et suivant du Code de la famille qui détermine 4 types d'héritiers. Il y a la première catégorie des héritiers, les enfants qui sont nés dans les mariages et ceux qui sont nés hors mariage, sans oublier les enfants adoptifs, mais reconnus du vivant du défunt. La deuxième catégorie, le conjoint survivant, est considéré comme héritier ou héritière, si c'est une dame, de la deuxième catégorie, au même rang que le père et mère du défunt, au même rang que le frère et sœur germain, consanguin, ultérin du défunt. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les oncles et tantes paternelles ou maternelles. Et la quatrième catégorie, lorsqu'il n'y a pas des héritiers de la première catégorie, de la deuxième catégorie et ceux de la troisième catégorie, là c'est l'État congolais qui vient en héritage. On parle d'une succession en déshérence. Pour dire simplement que c'est une succession qui n'a pas d'héritier de ces 3 catégories auxquelles l'État ne peut pas laisser. Il n'y a plus de théorie des maisons abandonnées ou bien abandonnées, quoi que ce soit, qui appartiendrait au premier occupant. L'État vient à la succession en 4e position. Il ne faut jamais négliger le potentiel que tu as. Le téléphone que tu peux avoir, les habits que tu peux avoir, le bien que tu peux avoir, constituent ton premier patrimoine. Lorsque tu as honte
de ton premier patrimoine, il peut y avoir aussi, la nature peut te donner aussi, peut ne pas te donner plutôt aussi, ce que tu envisages ou tu estimes le plus. Parce que lorsque tu sais comprendre que c'est avec le bâton que j'ai en main que je peux bâtir une maison, et la maison va se matérialiser. Mais lorsque tu minimises d'abord ce que tu as, tu n'auras jamais, tu ne pourras pas appeler l'invisible à l'existence. C'est ça ce que je vais retirer. Tous les deux sont importants. Ça dépend des temps et des circonstances, parce que j'ai expliqué ici en disant simplement l'authenticité du testament, auquel on appelle testament authentique, c'est parce qu'on se présente devant le notaire ou devant l'officier de l'état civil. Tandis que dans un testament holographe, je l'écris dans un bureau ou à la maison, et j'irai les déposer au jour de ma convenance. C'est ça. Le conseil que je donnerai aux enfants qui attendent toujours le décès de leurs parents pour hériter de biens meubles et immeubles, il y a un vieux dicton qui dit « Celui qui travaille et qui obtient le fruit de son travail, c'est maintenir ces fruits-là à une prospérité prompte. Mais c'est lui qui hérite sans connaître la valeur vénale de biens qu'il a eu à hériter, le perd souvent. Pas toujours, mais souvent. Il est toujours nécessaire d'avoir à l'esprit de chercher par l'effort que Dieu nous a donné ou le potentiel que Dieu nous a accordé, question de connaître la valeur vénale de biens que nous avons acquis légalement, et là on saura le conserver. Je donne le cas pour ne pas être mythique dans ce que je vais dire tout à l'heure. La plupart des enfants qui attendent le décès de leurs parents pour hériter des biens, ils finissent par les vendre et n'avoir plus rien après. Parce qu'ils n'ont pas été préparés à la gestion de ces biens-là. Or, il faut toujours chercher à créer, parce que Dieu a mis en nous du potentiel. Il faut toujours chercher à créer de soi ses propres biens, que d'hériter souvent le bien d'autrui. Le autrui, là, je ne le minimise pas, père et mère, frères et sœurs, tout ça, c'est autrui. Mais Dieu y met toujours la main lorsque vous-même vous avez fourni vos propres efforts pour obtenir un bien, si petit que soit. C'est ainsi que il est dit que lorsque une personne qui ne sait pas travailler et qui bénéficie de la gratuité, des faveurs, des avantages quelconques, après la fin de ces avantages et ces donations, la personne redevient à son état initial. Elle reste toujours demandeur. Mais lorsque une personne n'a pas travaillé pour produire, elle devient même nocif contre sa famille, voire même son environnement. Il peut rester en justice pour deux raisons. Dissipation de biens successoraux, voire même détournement des deniers privés, pas publics, du patrimoine du découyus. Mais j'aimerais attirer notre attention. Il y a de ses parents, ils obtiennent plusieurs biens, mais ils les mettent toujours au nom des enfants. Tout en oubliant qu'il y a une femme mariée, légalement, devant l'officier de l'état civil, sous les régimes matrimoniaux de leur choix, communauté universelle, communauté réduite aux acqueux, ou séparation des biens, qui a un droit à faire valoir à tous les biens qui sont mis au nom des enfants. Le mari qui les fait dissipe le bien patrimonial.
Et il arrive de fois, les enfants sont mineurs tels que vous l'aviez évoqué, leur propre père vend les immeubles là, qu'il avait mis à leur nom. Ok. Pourquoi? Parce que il a caché le bien qu'il a eu indûment, si je peux le dire ainsi, parce qu'il travaille peut-être dans un régime financier auquel on peut le poursuivre pour lui demander comment est-ce qu'il a eu ces biens-là. C'est ainsi qu'il a mis ça au nom des enfants. Ok. Mais il oublie que lorsqu'il a mis ça au nom des enfants, ces biens-là ne lui appartiennent plus. Ok. Je venais de définir la propriété. Les droits d'exclusivité appartiennent aux enfants qui sont propriétaires de ces biens-là. Tandis que le père et mère qui ont mis le bien là au nom des enfants ne sont que administrateurs de ces biens. Les droits d'user et les droits de jouir. Ok. Ils n'ont pas le droit de disposer, pour dire le droit de vendre. Ok. Le dernier mot, c'est que je dirais aussi, il est toujours avantageux que souvent, les personnes qui font leur testament ou les testateurs comprennent la portée de la rédaction d'un testament. Lorsque vous rédigez un testament, vous évitez des conflits après vous. Mais lorsque vous n'en rédigez pas, vous laissez un conflit derrière vous. Parce que les oncles et tantes, les pères et mères, le frère et sœur germains consanguins ultérins, qui ne sont pas positionnés, excusez-moi du terme, mais c'est ça la réalité, chercheront à prendre quelque chose de ces biens-là. Question de tirer profit, même au détriment de vrais héritiers qui sont vos enfants. Oui.